Bonjour à toutes et à tous, ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo, je suis content de vous annoncer que j'ai maintenant du temps pour m'y consacrer. Depuis mes dernières vidéos, j'ai changé pas mal de choses à mes process et je vais donc en profiter pour vous faire une mise à jour de mes anciennes vidéos histoire de pouvoir vous donner de meilleures bases et conseils sur l'impression 3D. Dans un premier temps, j'ai décidé de changer ma méthode de production, je vais essayer de ne plus faire de vidéos trop longues mais plus des vidéos sur des thèmes précis pour que vous ayez juste à aller piocher celle qui correspond à vos besoins. De fait, elles seront en théorie plus courtes qu'avant, et il faut savoir qu'une vidéo comme les anciennes me prenait presque une journée et demie à tourner. Je souhaite réduire ce temps à vous, en vous proposant plus de contenu régulier, et éventuellement une ou deux vidéos par semaine, ce sera un bon début. Dans un second temps, je vais rappeler tout de suite quelque chose, je suis pas quelqu'un qui a toutes les réponses, je ne peux me tromper, donc n'hésitez pas à me signaler une erreur dans les commentaires. Je suis un passionné et un professionnel qui essaie d'aider les novices dans le domaine pour que nous puissions par la suite tous avancer ensemble et partager nos expériences. L'objectif de cette chaîne, c'est surtout destiné au partage. Et dans cette optique, je vous invite aussi, au besoin, à passer me voir sur mon Twitch. Je mettrai un lien dans la description. Je n'y parle pas forcément d'impression 3D, j'y fais plus du jeu vidéo et de la 3D démonstrative. Mais n'hésitez pas à y passer et à vous abonner à la diffusion pour savoir quand j'y suis, parce que j'y suis pas tout le temps. Et me poser des questions sur l'impression 3D, même si je fais autre chose, j'y répondrai autant que je peux. Pour en venir sur les vidéos, j'ai fragmenté les différentes parties dont j'ai envie de parler. Par exemple, aujourd'hui, nous allons parler du salon de l'impression 3D qui a lieu en avril. Alors, ça fait un petit moment, c'était à Lyon et j'avais envie d'attendre la Jupiter pour en parler. Le problème, c'est que la Jupiter n'est pas arrivée en avril. En théorie, elle arrivera fin juillet et c'est pas encore sûr. Donc, c'est un peu. Je me suis dit que maintenant, fallait passer à autre chose et fallait avancer. Donc, c'est pour ça que je reprends les vidéos. J'y suis allé au salon et même si on parle plus du domaine pro que semi-pro, c'est-à-dire les imprimantes que, en théorie, vous achetez, les avancées qu'on a pu y voir seront forcément les évolutions de nos machines actuelles, donc forcément ça peut devenir très intéressant de savoir ce qui va arriver. Je vais vous donner les prochains thèmes que je vais aborder déjà, comme ça vous pourrez me dire si c'est pertinent pour vous. Donc la vidéo qui suivra celle-là sera basée sur les équipements de sécurité, le matos que l'on doit posséder en préambule avant de commencer à faire de l'impression 3D et la mise en route d'une imprimante 3D. Sachant que je vais pas forcément me rester sur la marque et les goûts, puisque j'ai pu tester d'autres marques, notamment Formlabs et Anycubic. Ensuite, je vais vous parler, dans une autre vidéo, je ferai que faire une fois qu'on a fini son impression, avec pas mal de petits éléments, mais ça va être très court, hein, en théorie, je vais essayer de me limiter à 10 minutes de vidéo. La troisième, ça sera comment nettoyer son bac et s'occuper des ratés. Comment ne pas détruire son FEP, les petites méthodes, etc. Je vous donne tout de suite ces sujets parce que je compte les réaliser rapidement dans les 2 semaines. Ce sont des sujets intéressants qui méritent de figurer en premier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, encore une fois, si vous avez une envie particulière à traiter plus rapidement que ces sujets-là. Alors, en rentrant dans le vif du sujet, le Salon de l'impression 3D est un événement qui a lieu chaque année à Lyon, mais aussi à Paris. Paris, c'est en septembre, si je dis pas de bêtises. Il s'est déroulé du 4 avril au 7 avril et regroupe des constructeurs et des sociétés liées à l'impression 3D. J'y suis allé le 4 avril à l'ouverture, ce qui m'a permis de faire le tour du salon assez rapidement et de pouvoir discuter facilement avec les intervenants, vu qu'il n'y avait pas grand monde au début de la journée. J'étais d'ailleurs un peu déçu, je m'attendais à plus d'exposants fabricants de machines. En réalité, c'est surtout des entreprises qui proposaient leurs services. Toutefois, j'ai pu avoir de très bons échanges avec les constructeurs, ce qui a été vraiment appréciable. Je n'ai pas suivi les conférences qui, soyons honnêtes, après avoir tenté d'en suivre deux, sont surtout des autopromos à la base. C'est révolutionnaire, on est les seuls à faire ça. Ce qui dénote d'un domaine encore un peu balbutiant, en pleine évolution, où chacun pense avoir trouvé la solution. De fait, ça m'a
pris environ 5 heures pour faire la visite complète et j'ai pas eu trop le temps de m'ennuyer et j'ai eu la possibilité surtout d'entretenir avec des gens disponibles et à l'écoute et super compétents. Donc ça c'était chouette. Alors la première entreprise avec laquelle j'ai discuté c'était Eperide. Alors je suis désolé de la prononciation et j'ai aussi paumé le calepin et les brochures donc ce que je vais vous dire c'est de tête. C'est une entreprise française basée dans le Nord, elle a une solution d'impression de métal intéressante avec le concept, même concept que les imprimantes PLA, sauf qu'au lieu d'un fil, ce sont des granules de métal chauffés à très haute température. Je précise que les machines dont je vais parler sont des machines qui coûtent un bras, qui ne sont pas grand public, cependant ça vous donne une idée éventuellement des acteurs et des évolutions à venir. Pour le coup, il faisait partie des moins chers. Si je dis pas de bêtises, elle était à 50K leur machine de compète, avec plusieurs options disponibles en plus. Donc ils sont intéressants sur deux points. La première, c'est la taille des impressions. Ils font du grand format et la possibilité d'avoir énormément de matériaux possibles allant du carbone au titane. Les défauts que j'ai pu noter, ce sont surtout des points de vue, enfin du point de vue précision. La machine est faite pour du grand format, donc sa précision, c'est la même que du PLA. Par contre, c'est robuste. On a vraiment des choses très, très bien dessinées. Par exemple, il y avait un engrenage, le truc est nickel, quoi. La deuxième entreprise, c'est l'une que je souhaitais vraiment voir, c'est Stratasys. Que dire, bah, c'est une tuerie totale. Le modèle que j'ai pu voir, c'est pas le meilleur disponible. Il y en existe une plus grande. C'est pour, enfin, plus grande et double de prix. C'est pour des petits formats et j'ai trouvé quand même quelques défauts, notamment le système de plateau tournant. Enfin, c'est une réglette qui tourne et qui vient déposer au fur et à mesure la résine. Au centre, il y a une sorte de petit creux qui fait que vous pouvez pas mettre sur toute la longueur et qui bah, du coup vous oblige à positionner autour comme sur une espèce de vinyle. Il y a des supports solubles à l'eau, ça c'est vraiment pas mal, surtout qu'il y a un système de nettoyage à l'intérieur, ce qui permet de récupérer ces impressions et qu'il n'y ait pas de traces de support. Ce qui fait aussi le bon côté de l'imprimante, c'est que tout est compris dedans, quoi. Ce qui est impressionnant aussi, c'est la couleur, d'une part, et la transparence, d'autre part. Les couleurs sont propres et vives, la résine est transparente, ne jaunit pas. Ça, c'est juste dingue, ça fait des effets vraiment superbes. On a une finition à effectuer, mais on m'a assuré que c'était pas grand-chose en réalité. Par exemple, le pommeau que je vous montre là, c'est un pommeau d'un constructeur de voitures de luxe qui a décidé de prendre cette imprimante et de faire des pommeaux pour ses clients à la demande. Si on regarde bien, à part le morceau de cuir, c'est sorti brut de l'imprimante, c'est quand même assez fou, la réflexion est super propre. Il n'y a pas d'effet de granule en plus, la précision est assez dingue. L'imprimante est aussi capable de faire de la résine souple. On se retrouve sur une espèce de résine un peu caoutchouteuse. La tension qu'on peut y mettre est folle. J'ai été vraiment impressionné aussi par ça. C'est-à-dire qu'on peut le prendre et le tordre, il n'y a pas de problème. Il y a un autre point intéressant aussi, c'est comment fonctionne l'impression couleur. En réalité, c'est un système de remplissage avec de la résine de base qui coûte moins cher. Et ensuite, il y a un système de profondeur de la couleur. C'est-à-dire que si je vous montre ce modèle, vous voyez que ici, il y a une normale qui va vers l'intérieur de l'impression. Donc tout l'intérieur, ça va être une espèce de résine blanche qui coûte pas cher. Et on va lui dire, à partir de 2, 3, 4 mm du bord, tu commences à mettre la couleur. Ce qui fait que on fait pas mal d'économies. C'est plutôt intéressant comme concept, je trouve que c'est vraiment pas idiot. Les points négatifs, c'est forcément le prix. La machine coûte entre 80 000 et 100 000 euros pour cette version-là, la petite version. Et surtout, le consommable est propriétaire. Il coûte 200 euros le bidon pour 1 litre. Alors, quand on connaît les résines spécialisées, notamment celles de Formlabs, etc., on est sur la même gamme de prix. Par contre, ça part très vite. Ça part très très vite. Notamment, par exemple, il n'y a qu'un seul bidon
de, de transparence dans laquelle on vient injecter un petit peu de couleur à chaque fois si on veut rajouter des choses. Et ça, bah, ça part à une vitesse folle, quoi. Si, il suffit qu'on fasse 3-4 impressions avec de la transparence, le bidon, il part. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, j'en ai pas parlé, mais quand on arrive à la fin de l'impression et qu'il n'y a plus de résine de couleur disponible, il vous informe, il arrête l'impression, on peut changer, interchanger, remettre. Je crois qu'il y a aussi deux racks. Il y a deux racks. Il y a un rack avec la résine et le même rack en dessous avec l'autre résine. Du coup, on bascule sur l'autre et même si techniquement les deux sont vides, il s'arrête, on peut changer et il reprend. Donc ça c'est bien. Bon, la troisième entreprise, ça va être beaucoup plus court parce que c'est la concurrente directe de Stratasys. C'est Mimaki, donc ils sont japonais, eux. Même constat que c'est la classe, hein, franchement. Même si la précision est pas folle, on peut y voir des stries. Je sais pas si on verra sur l'image, mais on voit des stries quand même. Les couches sont trop épaisses. On est sur de la précision enfin bonne sur le XY. Par contre, le Z, c'est pas fou. Les épaisseurs sont très très importantes. La couleur est un peu délavée aussi. C'est un peu dommage. Même si techniquement, là, on est quand même sur de l'éventail de 10 millions de couleurs. Enfin, c'est juste phénoménal. On voit vraiment, vraiment le spectre de couleurs est fou. Les consommables sont un peu moins chers aussi d'ailleurs. Donc ça, c'est un bon point. Le principal défaut, c'est la hauteur d'impression. Sur cette imprimante... merde, la photo est morte. Sur cette imprimante, c'est que 7 cm de haut. C'est pas beaucoup, hein, vraiment. Il y a l'autre imprimante qui était de l'autre côté et sur lesquelles vous pouvez voir les photos. Fait du grand format en hauteur, mais là c'est pareil, c'est de l'ordre de 200 000 euros l'unité. Enfin, 200 000 euros la machine. Donc là, on est sur des prix qui sont beaucoup trop importants par rapport à le résultat. C'est c'est un peu dommage. En fait, ils ont l'ambition de concurrencer Stratasys, mais n'ont pas le même résultat. Ils sont partis plus sur l'idée de on les défie sur la couleur, mais la finition est pas à la même hauteur. Je vais faire juste un petit aparté parce qu'il y avait quand même HP qui était sur place. HP est une entreprise qui a beaucoup de choses très intéressantes. Notamment, ils étaient en démonstration pendant que je suis allé les voir. Bon, j'ai pas compris pourquoi. Il y avait un type qui était en distanciel à l'écran, sur un écran, et qui disait à un autre type sur place ce qu'il devait faire. Alors je me demande si c'était pas quelqu'un comme moi, un visiteur qui faisait l'essai, ce qui aurait pu être drôle, hein, que ça montrait un peu que n'importe qui pouvait, avec les bons conseils, lancer la machine et faire des impressions correctes. La machine en question était très intéressante, elle faisait de la couleur, elle était elle avait un système de récupération à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est tout un bloc fermé. Et pendant l'impression, en fait, ce sont des strates qui viennent se mettre. Et là, il y a une tête d'impression qui vient injecter dans cette fine couche de particules. Il vient injecter de la résine avec de la couleur. Et on se retrouve avec, au fur et à mesure, tac, 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 le modèle qui se crée comme ça, tout englobé dans cette poudre. Et quand ça se termine, la poudre est aspirée et est retraitée. Et donc on pourra utiliser quasiment la totalité de la poudre. C'est un système très intéressant, surtout quand on sait le prix de ce genre de matériaux. Donc on a quasiment zéro perte. Et ça c'est top. Le désavantage, c'est que le résultat est pas fou non plus, quoi. En termes de couleur, on est assez délavé, plus délavé que Mimaki, et le spectre est pas fou non plus, quoi. Donc, je pense qu'ils ont encore 1 ou 2 ans de retard, mais dès que, enfin, même l'année prochaine, je pense qu'ils auront amélioré le concept. Ils font pareil avec de l'impression métal. Et je pense que d'ici 1 an, ils auront rattrapé le retard. Ça sera peut-être un autre bon concurrent et une entreprise à surveiller parce que
La machine en elle-même est quand même très très bien conçue, hein. De ce que j'ai pu voir dans la démonstration, c'est très intuitif, très facile à utiliser. Là aussi, je vais parler brièvement d'une autre machine, c'est celle de EOS. Alors, EOS, c'est une machine spécialisée dans l'impression métal, notamment titane. C'est une imprimante avec un petit socle de 10 cm de largeur, de diamètre, pardon. Et elle est capable de sortir des impressions qui sont extrêmement précises. Donc c'est un... En plus, la personne m'a expliqué que ils avaient des accords avec des fournisseurs, parce qu'eux, ils ne fournissent que les machines, ils ne fournissent pas les matériaux, parce que le stockage est trop compliqué. Et donc, les fournisseurs, ils ont quasiment le moitié prix que la plupart des autres. Donc là où le titane coûte à peu près 800 € le kilo, là on est plutôt sur 350 si je dis pas de bêtises, il m'avait dit. Donc forcément, ça devient intéressant. La machine en elle-même coûte 70 000 et la vitesse d'impression est juste complètement pétée. La précision est vraiment, je crois que c'était 19 microns. Donc on est sur des valeurs assez impressionnantes sur ce qu'on peut avoir. Techniquement, on peut avoir la même chose sur des imprimantes de la Frozen 8K, le mini, elle est à 22. Donc on a vraiment des trucs très 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 précis sur du métal. Le cinquième constructeur, on va dire, c'est Sculpteo. Ils ont fait parler d'eux dernièrement parce qu'ils ont sorti des semelles avec enfin, ils impriment directement des semelles et des chaussures avec un matériau spécifique qu'ils ont développé. Le résultat est très très bien. Maintenant, enfin, les formats sont aussi intéressants, la précision est pas mal. Il fonctionne aussi avec un système de poudre, c'est-à-dire qu'ils mettent ils font l'impression et c'est noyé dans de la poudre. Et derrière, il y a quand même un gros travail de post-process. Ils m'ont expliqué que on doit littéralement plonger l'impression dans une espèce de bac avec ou projeter directement une espèce de résine dessus après impression pour la protéger. J'ai pas trop. Il y avait beaucoup de monde sur le stand. J'ai pas trop profité du personnel sur place. Globalement, j'ai pu tester un peu les résistances. Ça vaut les chaussures que vous avez, hein. Vraiment, ça c'est pas mal. Je pense que ça pourrait intéresser des entreprises comme Salomon, enfin enfin, Salomon, Adidas, Decathlon. Mais pour du grand public comme nous, c'est pas très intéressant. Et la dernière société, c'est Trumpf. Alors, je sais pas si je prononce correctement, c'est Trumpf. Ils ont une imprimante très intéressante. Je pense que d'ailleurs, ils sont targués d'être la meilleure entreprise sur le marché d'impression 3D métal. Ils ont effectivement une machine qui est assez hallucinante. À la base, il me semble que ce sont enfin, que c'est une entreprise spécialisée dans du laser pour de la recherche. Et ils ont de toute façon, c'est une soudeuse laser globalement. Et la imprimante qu'ils m'ont présentée était quand même bien violente. Ils ont un système de double laser, donc la vitesse est aussi démentielle en termes de vitesse d'impression. Et bon, là c'est pareil, hein, ce sont des disques de 10 cm de diamètre et ça vient mettre. Ils ont un système de double laser bim 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 qui vient de taper dessus. Euh, enfin, le prix Titan, eux, ils s'en foutent, c'est à l'acheteur de se débrouiller. Le côté sympa aussi, c'est qu'il y a un système de roulement des plateaux, c'est-à-dire on peut avoir en option 3 ou 4 plateaux, si je dis pas de bêtises, et on peut lancer et se barrer. C'est-à-dire que on va créer un premier plateau va être fini, il va passer en dessous, il y en a un autre qui va arriver, qui va se poser, et on pourra recommencer. C'est-à-dire qu'on peut prévoir 4 plateaux et le machin il tourne. Ce qui fait que on lance le soir, le matin, on a tout. Donc ça, ce sont des imprimantes professionnelles qui sont sur les 140 000 euros.
Alors de ce que j'ai compris, il y a, si éventuellement ce genre d'imprimante vous intéresse, il y a possibilité de négocier parce que ils ont d'anciennes versions, notamment avec un seul laser, qui sont encore disponibles et qui sont moitié prix, c'est-à-dire que c'est la même, sauf qu'il y a un seul laser, donc temps un peu plus élevé, mais moitié prix. Donc là, on est plutôt sur 70 000 sur des imprimantes qui envoient du lourd. Donc, je pense notamment dans le dentaire, ça peut être intéressant si vous voulez vous équiper d'une imprimante laser plutôt que d'acheter un, une fronde qui coûte 60 000 balles, bah, vous achetez celle-là à 70 000 et vous avez tous les avantages sans avoir les inconvénients, c'est-à-dire les coulées foirées, etc., quoi. Voilà. Donc, c'était mon petit compte rendu. J'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.